L'eau, c'est quand même un bien commun. Les gens qui s'approprient l'eau, ils savent ce qu'ils font, ils prennent le pouvoir. La bassine de Sainte-Soline, c'est l'équivalent de 250 piscines olympiques, financées à 70% par des fonds publics. Je ne suis pas allé faire la guerre à Sainte-Soline. J'y suis allé avec mes enfants. On se demandait bien pourquoi il y avait des flics planqués dans des bois et sur des quads tout autour de nous. On en rigolait presque et tout d'un coup ça a éclaté, quoi. Et on ne sait pas pourquoi. Si c'est pas une guerre, ça a été des scènes de guerre. Qui est-ce qui a déclaré la guerre de l'eau? C'est pas les militants, c'est l'État. D'accord? Et c'est l'État qui impose le niveau de violence. 3200 gendarmes et policiers, 9 hélicoptères, 4 véhicules blindés, 4 canons à eau, 4 pelotons héliportables, un peloton de 40 gendarmes montés sur 20 quads, une méga bassine qui est entourée de barbelés et entourée de camions de gendarmerie. L'utilisation, donc en 2 heures, de 5000 grenades. Il y a une intensification, un durcissement des rapports de force autour de ces enjeux de l'eau. Les militants anti-bassines, c'est à la fois lutte contre l'accaparement, mais lutte aussi pour défendre un autre modèle agricole. Encourager l'agriculture bio, on est à une foire bio aujourd'hui. L'agriculture bio, toutes les filières bio sont malmenées aujourd'hui. Et comment ça se fait que les pouvoirs publics et le citoyen aussi se détournent de l'agriculture biologique, alors que c'est l'agriculture qui touche toutes les cases en matière de santé publique et en matière de sobriété par rapport à l'eau. Alors bonjour et merci d'être là à vous 4 donc. À ma gauche, Jean-Marc Thomas, vous venez de Rostrenin, donc c'est pas très loin. Vous êtes membre de la Confédération paysanne, vous êtes éleveur, producteur de lait et vous êtes passé en bio en 2009. Aujourd'hui, je suis éleveur de vaches allaitantes. Éleveur de vaches allaitantes, entendu. À côté de moi, à ma gauche, toujours Pascal Guilleneuf. Vous êtes co-rapporteur du Conseil économique, social et environnemental qui a publié en avril 2003 un rapport intitulé « Comment favoriser une gestion durable de l'eau ». Alors hier, votre co-auteur et co-rapporteur était ici. C'était Serge Lequéot qui est dans la salle. Bonjour Serge. Et vous êtes ingénieur télécom chez Nokia et syndicaliste CFDT. Et donc c'est en tant que syndicaliste que vous avez participé et que vous siégez à ce Conseil économique, social et environnemental qui est un organisme, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, qui est basé à Paris, qui est un organisme national, mais il y en a aussi dans les régions, et qui est censé promouvoir une forme de démocratie consultative et qui produit des avis qui n'ont pas de valeur de loi, mais qui sont censés être pris en considération par les gouvernements. Donc cet avis sur l'eau que vous avez supervisé et qui est paru l'année dernière a eu un certain retentissement, donc on va en reparler aussi. Et à ma droite, un binôme de sociologues, Hélène Stevens et Mathias Lenzi. Vous êtes tous les deux enseignants-chercheurs à l'Université de Poitiers, donc vous êtes arrivés hier de Poitiers. Et vous êtes membre d'un collectif, le collectif du Loriot. Vous nous expliquerez ce qu'est ce collectif. Et puis, co-auteur de Avoir 20 ans à Sainte-Soline, qui est une enquête que vous allez présenter plus en détail cet après-midi au chapiteau Parlotte de 17h à 18h. Voilà. Et je me tourne vers vous deux, Hélène Stevens et Mathias Lenzi, pour vous demander quel est le regard de sociologue que vous portez sur l'évolution des rapports de force autour de la question de l'eau en France, que vous avez pu l'observer à Sainte-Soline. Est-ce que vous constatez l'émergence de rapports violents qui pourraient justifier l'idée que nous serions entrés dans une guerre de l'eau ? Alors oui, effectivement, donc, peut-être pour le préciser, donc tous les deux on est membres d'un collectif de 6 enseignants-chercheurs en sociologie et en géographie sociale. Pour le dire assez rapidement, puisqu'on le redira tout à l'heure, on fait une présentation de l'ouvrage plus avant à 17h dans l'autre chapiteau. Donc pour pas tout révéler de l'ouvrage, on
était en tant que simple citoyenne militante à Sainte-Soline il y a plus d'1 an maintenant. Et on a, alors c'est pas vraiment une enquête sociologique, c'est plus un recueil de témoignages où on a voulu recueillir des témoignages pour documenter un contre-récit vis-à-vis du récit dominant médiatique, politique qui a eu cours autour de Sainte-Soline. Et donc c'est vrai que au gré de notre travail et au gré de nos lectures et de notre travail de sociologue plus largement, on a été amené à réfléchir sur cette question plus largement de l'eau et des mobilisations contre l'accaparement de l'eau. Alors le terme de guerre de l'eau, puisque c'est celui qui nous intéresse ici aujourd'hui, ce qu'on peut dire, je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous étaient à la diffusion du documentaire hier de l'eau jaillit le feu sur justement cette mobilisation contre l'accaparement de l'eau autour de Sainte-Soline, mais pas que, dans l'ensemble du Marais Poitevin. À un moment donné, Julien Leguet, qui est une figure phare de la lutte anti-bassine, parce que peut-être que je le précise, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais Sainte-Soline, c'était une manifestation contre une méga-bassine. Alors je ne vais peut-être pas rappeler l'ensemble des systèmes des méga-bassines, mais voilà, c'est des récupérations d'eau, mais en fait c'est du pompage de l'eau à l'intérieur des nappes phréatiques pour avoir de l'eau selon les agriculteurs l'été, et on pompe l'hiver les ressources aquatiques dans les nappes phréatiques pour soi-disant avoir de l'eau qui sert surtout à irriguer des champs de monoculture de maïs, on dit rapidement. Alors Julien Leguet, donc, dans ce documentaire, parle de guerre de l'eau. Il utilise ce terme à un moment donné vers la fin du documentaire. Et on peut le dire que effectivement, de manière objective, Sainte-Soline par exemple a été un dispositif militarisé par l'État, donc qui a tous les signes d'une guerre matérielle. Je le rappelle, plus de 5000 grenades utilisées en 2 heures. À Notre-Dame-de-Lande, pour comparatif, c'était 11 000 en une semaine, donc c'est pour dire la violence qu'a imposé l'État. Mais pour autant, ce qu'on essaye de montrer, et ce qui est dit un peu dans le livre, c'est que cette guerre, c'est l'État qui l'amène. Elle n'est pas voulue par les militants, même si Julien Leguet utilise ce terme-là. Qui est-ce qui a déclaré la guerre de l'eau? C'est pas les militants, c'est l'État. D'accord? Et c'est l'État qui impose le niveau de violence, et en particulier, et c'est ce qui est bien dit dans le documentaire, tous les systèmes juridiques, démocratiques ont été épuisés. On le voit bien dans le documentaire, mais on l'explique aussi. Les militants de Bassine No Merci, mais pas uniquement, ont essayé d'obtenir les rapports légaux, de participer à des enquêtes publiques, de participer aux commissions de l'eau, aux agences de l'eau, etc. Et toutes les portes sont fermées petit à petit. On mène aussi, les militants mènent aussi des actions juridiques. Certaines aboutissent, d'autres non. On observe aussi des constructions illégales de bassines avant même qu'il y ait les autorisations légales de construction. Et donc c'est bien cette idée de guerre de l'eau qui est voulue par l'État et non par les militants et militantes. Alors peut-être qu'on développera ensuite comment ça fait évoluer les actions militantes justement vers le sabotage, vers la protection militante, et quelle forme elle prend. Mais la guerre en tout cas elle est voulue par l'État, elle n'est pas voulue par les militants. C'est important je pense de le dire. Hélène, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Sur le terme d'accaparement, si tu veux bien. C'est un terme clé de notre échange. Oui. Mathias a rappelé déjà beaucoup de choses, effectivement, sur en fait aussi des méga-bassines. Donc ces méga-bassines, qui peuvent, qui sont la bassine de Sainte-Soline, c'est l'équivalent de 250 piscines olympiques. Ce sont des grands ouvrages qui sont construits, financés à 70% par des fonds publics, et qui servent à des grands exploitants de monoculture, l'a dit Mathias, et qui représentent à peu près 7%, et dans le Marais Poitevin 4% des exploitants agricoles autour de ces méga-bassines. Donc cet accaparement pour une minorité d'agriculteurs
qui se fait aussi pour de la production agricole de monoculture, qui est la plupart du temps destinée à l'exportation et une exportation de céréales pour l'alimentation animale, qui est aussi financiarisée, en tout cas qui est liée aussi à une financiarisation de la production agricole, hein, avec des systèmes de cotation boursière. Donc ces méga-bassines, elles correspondent effectivement à un accaparement pour une minorité, au détriment d'une agriculture maraîchère, d'une agriculture vivrière, on pourrait dire, et elles posent aussi, d'un point de vue technique, elles sont considérées comme vraiment un exemple typique de maladaptation au réchauffement climatique, puisqu'il s'agit de pomper dans les nappes phréatiques et de stocker à la surface de l'eau, qui est donc de l'eau, quand elle vient de la nappe phréatique, elle est de très bonne qualité, et en arrivant à la surface, il y a à la fois des effets, mais ça a été évoqué hier déjà lors d'une table ronde, des effets d'évaporation, donc de perte d'eau, de perte de la qualité d'eau, de perte dans les fuites, parce que c'est une grande bassine qui est reliée à tout un système de tuyaux, eux-mêmes alimentés par des pompes, enfin, qui doivent fonctionner avec des pompes électriques. Et puis c'est une eau qui devient une eau croupie, donc on sait bien qu'une eau croupie, on s'y développe un certain nombre d'algues, de cyanobactéries, de légionnaires, et donc ça oblige en fait les agriculteurs à y ajouter un certain nombre de produits chimiques néfastes pour éviter ces phénomènes. Donc voilà, accaparement en tout cas d'une minorité d'exploitants agricoles pour une certaine agriculture, et donc suivant un modèle agricole, et je pense qu'on pourra en parler, suivant un modèle agricole qui est défendu par essentiellement la FNSEA, qui est défendu actuellement par l'État et par les politiques européennes aussi. Donc c'est une forme les militants anti-bassines, c'est à la fois lutte contre l'accaparement, mais lutte aussi pour défendre un autre modèle agricole. Et c'est pour ça qu'autour de la lutte contre les méga-bassines, on retrouve donc ce collectif Bassines Non Merci, qui a été constitué il y a une quinzaine d'années autour de Mel, autour du Marais Poitevin. Et puis Bassines Non Merci, la Confédération Paysanne et les Soulèvements de la Terre. Moi, ce que je trouve frappant, c'est qu'on parle d'accaparement maintenant en France. C'était un terme qui s'appliquait plutôt à l'Afrique, qui s'y applique toujours, ou à des pays objets d'accaparement de la part de multinationales, en Éthiopie, sur des terres arables et ailleurs dans le monde. Et puis finalement, on se réveille ici avec un goût amer et on réalise que c'est la même chose en fait. Ça se passe aussi ici de l'intérieur. Et que ce qui est frappant aussi, c'est le décalage entre le nombre de consultations organisées par l'État. Il y a eu les assises de l'eau, il y a eu le Grenelle de l'eau, ou le Varenne, pardon, de l'eau, oui, le Varenne de l'eau. Et puis il y a ce rapport, Pascal Guilleneuf, que vous avez donc co-supervisé avec Serge Lequéot, qui donnait à l'État un avis sur la gestion durable de l'eau l'année dernière, donc livré en avril 2023. Et finalement, à quoi servent toutes ces consultations, et est-ce que ces tensions autour de l'eau sont-elles pas liées aussi à cette espèce de surdité de la part des autorités de l'État par rapport à une crise ?
Bonjour à tous. Guémerma. Moi, je voudrais. Alors, quand on a écrit et présenté cet avis, déjà, donc le CESE, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est très rapidement, d'un point de vue constitution française, vous avez l'Assemblée nationale, tout le monde connaît, avec les députés, le Sénat avec les sénateurs, tout le monde connaît, et puis le Conseil économique et social, que personne ne connaît. En gros, alors bien sûr, il y a toujours des gens qui connaissent, surtout depuis quelques jours où son président a fait la une des journaux, comme peut-être le Premier ministre. Voilà, donc à part ça, on en a assez peu parlé. Alors qu'est-ce qu'on y fait? Déjà, on y fait causer entre eux des associations, c'est la société civile. Hein. Donc on a des syndicats, mais aussi bien MEDEF que CGT, CGT pour moi, ou Solidaire pour Serge, des syndicats d'exploitants agricoles, FNSEA, par exemple. Il y en a aussi un de la coordination rurale et un ou deux de la coopération. Donc on a un peu tout. Pardon, ça c'est pas facile de manger une glace en même temps. Et puis bien sûr les associations handicap, sport, voilà, c'est très général. Et donc on est organisé par commission environnement, donc on propose des sujets. Avec Serge, on a proposé un sujet sur l'eau en 2022, on va dire d'actualité, hein. Et puis on essaye avec ces avis d'éclairer, hein, alors déjà de nous éclairer nous, hein, les 175 conseillers, et puis éclairer qui veut bien nous écouter et nous recevoir ensuite. Hein. On est conseiller des députés quelque part, enfin de tout qui veut bien être conseiller, hein, et également de ministres. Bon, à voir pour ce rapport, le ministre n'a pas voulu nous recevoir. Donc on a essayé de comprendre pourquoi. Il semblerait qu'on soit allé trop loin, alors que d'autres pensaient qu'on n'est pas allé assez loin. Je vous donne juste le résultat. Il y a eu à peu près 120 votants. C'est passé à 75 ou 80%, je ne me rappelle plus. Ceux qui n'ont pas voté, en gros, FNSEA et coordination rurale. Et de l'autre côté, on a eu des abstentions du côté de la CGT. Là, c'est parce que c'était pas assez loin. Donc, vous voyez, au CESE, on essaye de faire du consensus. Donc, le consensus a toujours un intérêt, mais aussi, on va y reprocher de ne pas assez loin. Donc, les mots sont classiques, consensus mou, etc. Bon, on a essayé de faire des propositions. On évite, en général, nous, les mots comme guerre de l'eau. Il se trouve que l'un des premiers titres qu'on avait proposé, c'est la guerre de Troie n'aura pas lieu. Donc la guerre de l'eau n'aura pas lieu, et comme vous le savez tous, elle a eu lieu, elle a duré longtemps. Hein. Donc, alors quand je vois aussi le titre avoir 20 ans à Sainte-Soline, et puis là je vais le faire sous entendons pas de reproches mais de critiques, c'est clair qu'avoir 20 ans dans les Aurès et avoir 20 ans à Sainte-Soline, on n'est pas tout à fait sur la même dimension. Donc nous aussi, on essaie de modérer tout ça, on est resté modérateur, c'est un peu dans l'ADN du CESE. Il n'empêche que cet avis a été l'un des plus disputés. Hein. Je peux retourner au rapporteur. Et on s'est un peu engueulé. Alors, gentiment, parce que c'est le CESE, mais c'est engueulé. On nous a d'un côté traité d'agro-bashing. Hein. Et puis de l'autre, vous ne défendez pas suffisamment l'écologie. Alors, nous, notre but, c'était vraiment d'essayer de poser le problème. Et à la fin, on estime avoir été plutôt environnementaliste. Et donc, bien voté ça veut dire qu'on a réussi à convaincre quand même une grande majorité de notre Assemblée sur des sujets environnementalistes. Là, je ne peux pas plus loin pour le moment pour moi. Mais ce qui est frappant, c'est que la FNSEA, par exemple, dans le documentaire d'hier soir, on ne la voyait pas. Ici, ils ne sont pas à cette table, enfin, ils n'ont peut-être pas été invités, mais c'est toujours. On a l'impression qu'ils mènent une politique de la chaise vide, alors peut-être pas au Conseil économique, social et environnemental, parce qu'ils sont presque payés d'une certaine manière pour y siéger, n'est-ce pas? Enfin, je crois que le mandat
Non, mais... On est tous alors payés. Moi, je suis payé. Non, c'est une sorte d'engagement quand même. D'engagement, voilà. Il y a un peu d'argent, vous avez raison, 2000 € par mois. Puis moi, ça va directement au syndicat, je ne sais pas du tout pour les FEA où cet argent-là. Enfin, c'est pas des sommes gigantesques, mais vous avez raison. Mais c'est quand même une chambre, vous avez dit, consultative, donc il faut avoir tout le monde, sinon ça ne sert à rien. Enfin, sinon, alors là, on serait fermé depuis plus longtemps que d'aucuns voudraient. Donc on essaye d'avoir ce débat, on l'a eu. C'est lent sur les débats qu'on a eus depuis dans cette session-là, depuis 3 ans. Il semble que celui-là, ça a été l'un des plus difficiles à cause de cette guerre de l'eau, si on veut. Oui, et justement, au-delà du fait de s'estimer victime d'un bashing, quels ont été les termes du débat tels que vous les avez eus avec les représentants de la FNSEA? Je passais après à la Confédération paysanne qui a défendu ses opinions. Ça a été en gros, vous nous empêchez de faire de l'agriculture, comment dit-on, pour être le moins méchant possible, mais de l'agriculture intensive. Allons-y comme ça. Donc c'est ce qu'ils veulent faire, ils veulent du rendement. Pourquoi? Pour l'autonomie en France. Et puis très rapidement, lorsqu'on enfonce un peu, c'est pour vendre. Hein, et si on parle de céréales, c'est pour vendre à l'étranger. Donc on nous présentait, on va en Algérie, on va dans les pays qu'on a besoin. Donc on voit bien que c'est... on nous parle de pipe. Hein, donc c'est quand même, pour eux, une façon de faire beaucoup d'argent. Hein, sauf cette année, où c'est un peu plus difficile. Pour le débat, c'est surtout oui, bien sûr. Oui. Alors, nous, on les a reçus, on les a reçus, pas aussi souvent qu'on voudrait. On a réussi à organiser, autour du film de Inès Béraud, merci. Oui, je voyais Esplanade tout à l'heure. Inès Léraud, pardon. Inès Léraud. Donc on a réussi à les faire venir. Donc on a fait venir Thierry Coué, pour ceux qui connaissent, représentant FNSEA pour la Bretagne. Ça a causé, mais souvent avec un fleuret moucheté. Hein. Donc on n'a pas réussi à faire un débat tendu presque, parce qu'à un moment il est tendu, donc là non, c'était un fleuret moucheté, chacun répétant ses arguments habituels. Je vais les poser trop longtemps. Jean-Marc Thomas, vous semblez être un paysan heureux, et au téléphone vous me disiez que déjà vous étiez heureux de votre métier, et puis vous n'aviez pas le sentiment pour le moment de vivre une guerre de l'eau, en tout cas pas dans le bassin de Pontivy où vous travaillez. Alors de Rostronin exactement. De Rostronin, pardon. Et oui, on est un petit peu éloigné des zones de conflit. Pour autant, à la question de savoir si la guerre de l'eau a lieu, elle a lieu. Et elle a lieu depuis des centaines d'années et aux 4 coins du monde. Et je crois que les zones, on peut penser, enfin moi j'ai des zones auxquelles je pense, le fait que le lac Tchad se soit vidé de 90% de son eau en quelques dizaines d'années, ça donne des zones de conflit extrêmement dures dans ces zones du Sahel Est. Je pense aussi au conflit du Moyen-Orient aujourd'hui, qui ne se résume pas effectivement à une guerre de l'eau, mais qui est quand même une zone de conflit où les uns s'approprient les eaux du Jourdain et du lac de Tibériade, et non seulement de ces eaux-là, mais des eaux des nappes souterraines de Cisjordanie qui alimentent le pays d'Israël. Et donc il y a oppression très forte de certaines élites sur d'autres populations, et ça c'est intolérable. Et c'est vrai dans ces zones-là, mais c'est vrai dans d'autres zones. Je pense notamment à des conflits entre le Portugal et l'Espagne, etc. Mais vous savez, en France, on va avoir aussi des conflits et des tensions avec l'Allemagne sur le Rhin. On va avoir des conflits avec la Suisse sur le Rhône. Tout ça, ça va arriver. Et je voudrais revenir quand même par rapport au conflit qui a eu lieu donc à Sainte-Soline, puisque j'étais présent, j'ai vécu ces événements-là. Je ne suis pas allé faire la guerre à Sainte-Soline. J'y suis allé avec mes enfants, j'y suis allé avec ma femme, j'y suis allé avec des gens de génération. On était toute génération, c'était paisible, on était en train de pique-niquer. Et puis on se demandait bien pourquoi il y avait des flics planqués dans des bois et sur des quads tout autour de nous. On en rigolait presque, et tout d'un coup ça a éclaté, quoi. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On avait bien vu le dispositif militaire, c'était complètement
hallucinant de voir ce déploiement effectivement militaire face à nous. Et donc, si c'est pas une guerre, parce que je voudrais réserver certainement le nom de guerre aux zones dont j'ai parlé tout à l'heure, ça a été des scènes de guerre. Ça a été des scènes de guerre, surtout quand les blessés ont commencé à défiler, et donc parce qu'on s'est approché effectivement du lieu. Alors, j'étais peut-être pas aussi proche que vous, j'en sais rien, mais ouais, c'était assez affreux quand même de voir des jeunes qui s'étaient préparés de manière dérisoire avec des bleus de travail, des boucliers de fortune et des parapluies pour se défendre des 5000 grenades, je crois, qui ont été jetées. Donc c'était franchement dérisoire, et ces gens-là n'étaient certainement pas venus faire la guerre, mais il y a eu des scènes de guerre, ça j'en atteste. Alors aujourd'hui, nous en Bretagne, alors on en est arrivé là, vous avez bien fait de souligner que Bassine Non Merci a démarré depuis 15 ans. Moi, ça fait pas très longtemps que je connais Bassine Non Merci, mais je connaissais les collègues qui, depuis 20 ans, eux, bossaient sur les bassines. Donc, les collègues paysans bossaient sur les bassines à la Confédération paysanne. Et je peux vous dire qu'en réunion nationale, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils nous bassinent avec leurs bassines? Parce qu'on ne comprenait rien à ce qu'ils nous racontaient. Et ça nous paraissait un problème complètement anecdotique, justement, du Marais Poitevin. Et quand cette actualité-là est arrivée, ben là, on a découvert l'ampleur et on a regretté de ne pas s'être intéressé à ce travail-là. Et donc ce travail-là, il est mené de fond depuis 20 ans. Et ces gens-là ne sont pas écoutés depuis 20 ans. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre l'exaspération de ce qui arrive, de ces gens-là, quoi. Alors nous, en Bretagne, on est un petit peu loin. C'est pour ça qu'on vit dans une région un peu plus paisible, un peu plus arrosée. Mais il va y avoir des enjeux très importants par rapport à l'agriculture, parce que l'agriculture l'agriculture consomme la moitié de l'eau qui est consommée en France. Vous vous rendez compte? La moitié. Et pour faire quoi? Alors, différentes choses, des différentes choses utiles d'ailleurs, hein. L'abreuvement des animaux, mais aussi l'irrigation. Alors, tant qu'on est sur l'abreuvement des animaux, il y a une partie de l'eau qui revient dans le milieu, mais quand on irrigue, alors là, c'est évapotranspiration. C'est ce qui se passe dans le Poitou, c'est que l'eau qui est irriguée, eh ben, elle s'évapore dans l'air avec l'effet de la chaleur et des températures, et elle ne revient pas dans le milieu, quoi. Alors nous en Bretagne, on est un petit peu épargnés, sauf quand même que on a beaucoup d'élevage en Bretagne. On a beaucoup d'élevage, et de l'élevage essentiellement dit hors sol, alors qui n'est plus hors sol aujourd'hui, mais donc de l'élevage de granivores, donc de la volaille, des cochons, des vaches, et tout ça consomme énormément d'eau. Et donc, pour vous dire, je vais vous donner quelques chiffres pour voir un petit peu l'impact de l'agriculture et de notre alimentation sur l'eau. Est-ce que vous savez combien est-ce qu'on consomme d'eau au robinet aujourd'hui à peu près par jour? Oui, 150 litres, c'est ça. C'est 147 litres exactement. Et 147 litres, alors on peut jouer là-dessus en étant plus sobre, fermer le robinet, etc. quand on se lave les dents, ne pas construire de piscine chez soi, etc. Donc ça c'est important, il ne faut pas négliger ces gestes citoyens, et il faut vraiment sensibiliser, il faut vraiment qu'on se sensibilise là-dessus tous autant qu'on est. Mais dans le même jour, au travers de toutes les activités que nous avons, alimentation industrielle, etc., notre vie, est-ce que vous savez combien est-ce qu'on consomme d'eau, ce qu'on appelle l'eau virtuelle? C'est 4900 litres. 4900 litres, c'est-à-dire que c'est 30 fois l'eau qu'on consomme au robinet. Et dans ces 4900 litres, donc quand on dit de l'eau virtuelle, c'est pas du tout de l'eau virtuelle, c'est de la vraie eau qui est consommée quelque part en France ou dans d'autres pays du monde. Et l'alimentation pèse très lourd dans ces 4900 litres, c'est le tiers. Vous vous rendez compte, le tiers? C'est pas l'alimentation, excusez-moi, c'est la consommation de viande. La consommation de viande représente le tiers de ces 4900 litres. Ça veut dire que quand on consomme du cochon, de la volaille ou du bœuf, vous vous rendez compte, le tiers de ces 4900 litres, il est consommé par ça. Et donc les 4900 litres, c'est 4900 litres par jour et par habitant. C'est énorme. C'est pour ça que les choix que nous allons faire, en tant que consommateur, qui choisit son alimentation, mais nous derrière en tant que paysans qui devons nous adapter à cette demande du consommateur, c'est fondamental. Il nous faut une vraie politique de l'eau, mais c'est une politique qui s'inscrit dans une globalité qui va toucher aussi à notre alimentation. Et c'est un éleveur qui vous parle, qui n'a pas du tout envie que sa viande soit délaissée par le consommateur. Mais de quelle viande avons-nous besoin ?
de quelle viande avons-nous envie de consommer? Est-ce que c'est une viande qui sera sobre ou pas? Et de quels légumes voulons-nous consommer? Est-ce que c'est des légumes qui sont bio? Est-ce que c'est des légumes qui sont arrosés et puis qui derrière vont recevoir des engrais et des pesticides? Enfin voilà, tout ça c'est des choix de consommation et c'est pour ça que la guerre de l'eau, si elle n'a pas lieu en tant que telle en France, sauf lors d'événements très très importants, c'est quand même un enjeu qui va créer de grosses tensions et de gros conflits à l'avenir. Oui, parce que la Bretagne n'est pas à l'abri de tensions sur l'eau, on l'a vu en 2022. Mais comment vous imaginez ces tensions à l'avenir? Alors donc, je redis une chose très importante, c'est que une grosse part de l'eau consommée par l'agriculture en Bretagne, c'est pour l'abreuvement des animaux dans des élevages de grande taille, en porc et en volaille notamment. Mais aussi sous forme d'irrigation. On est ici à Mur de Bretagne, on n'est pas loin du bassin de Pontivy et du bassin de Caudan où il y a beaucoup de légumes qui sont produits et qui sont arrosés. Et là, effectivement, les gens qui s'approprient l'eau, c'est quand même un bien commun. Les gens vous avez parlé d'appropriation et d'accaparement tout à l'heure, vous aviez raison. Les gens qui s'approprient l'eau, ils savent ce qu'ils font, ils prennent le pouvoir. Ils prennent le pouvoir. Et si nous, citoyens, on n'est pas conscients de ça et qu'on laisse ça faire, eh ben on va laisser des choses, on va laisser l'oppression, on va accentuer les phénomènes d'oppression et là la guerre va vraiment se déclarer, quoi. Et nous déjà, donc alors, il faut effectivement que le politique il se saisisse de ces affaires-là, mais je pense que c'est pour ça que des rapports comme vous faites au CESE sont très importants. Donc le politique, c'est important, il faut que chacun se responsabilise. Moi j'ai pas envie aujourd'hui d'avoir un discours dénonciateur ou stigmatisant mes collègues de la FNSEA, mais j'ai envie de les faire arriver. Justement, en Bretagne, j'aimerais que la guerre ou les tensions et les conflits qu'il y a pu y avoir autour de Sainte-Soline ou dans le Marais poitevin, j'aimerais qu'en Bretagne ça n'arrive pas. Et qu'on soit capable de se poser, de se mettre autour d'une table et de se dire l'eau c'est un bien commun, comment on fait pour se la répartir? On est d'accord qu'il faut un certain mode d'agriculture, mais si à un moment donné on a le droit de tirage sur l'eau qui est ce bien commun, comment on la restitue aux citoyens, c'est-à-dire quelle agriculture en pratique? Est-ce qu'on s'engage, parce qu'on a un droit sur l'eau, à réduire ses engrais, à réduire ses pesticides et à pratiquer à grande échelle une agriculture qui pourrait se généraliser sur des systèmes herbagés? Donc moi j'encourage, je suis éleveur, sur un système herbagé, et donc s'il y a de la bonne viande à manger, c'est sur des systèmes herbagés, mais aussi encourager l'agriculture bio. On est à une foire bio aujourd'hui, l'agriculture bio, toutes les filières bio sont malmenées aujourd'hui, et comment ça se fait que les pouvoirs publics et le citoyen aussi se détournent de l'agriculture biologique, alors que c'est l'agriculture qui touche toutes les cases en matière de santé publique et en matière de sobriété par rapport à l'eau. Alors, est-ce que vous observez, est-ce que vous étudiez cette évolution des rapports de force et des tensions? Est-ce que c'est votre sujet d'étude au-delà de Sainte-Soline? Pas du tout. Non. Non. Alors, oui, peut-être pour rebondir aussi sur ce que disait Jean-Marc, en fait, merci d'avoir fait part de ce témoignage de Sainte-Soline. Je pense qu'en fait, on était, comme beaucoup de manifestants, plusieurs dizaines de milliers de manifestants qui s'étaient rendus à Sainte-Soline avec des intentions tout à fait pacifiques, de citoyens qui viennent manifester et qui se heurtent à un mur de gendarmerie, un dispositif policier tout à fait phénoménal. Pour citer quelques chiffres, si on a le temps, c'est 3200 gendarmes et policiers, 9 hélicoptères, 4 véhicules blindés, 4 canons à eau, 4 pelotons héliportables, un peloton de 40 gendarmes montés sur 20 quads, une méga-bassine qui est entourée de barbelés et entourée de camions de gendarmerie, et puis l'utilisation donc en 2 heures de 5000 grenades, dont des centaines de grenades explosives et mutilantes, qui sont pour certaines classées comme des armes de guerre. Donc effectivement
peu de personnes ont envie de parler de guerre de l'eau, mais en même temps, il faut bien constater que, en tout cas, il y a une intensification, un durcissement des rapports de force autour de ces enjeux de l'eau, et que l'État a employé et a déployé des moyens pour défendre, comme on dit parfois, un trou de terre, un trou dans la terre, une immense cuvette, qui était en fait le symbole d'intérêt économique qui cherche à tout prix à défendre. Donc peut-être aussi et donc voilà, donc nous on est allé un petit peu dans ce même état d'esprit en tant que citoyen, et on est par ailleurs sociologue, enseignant-chercheur à l'université de Poitiers, et donc et moi je suis plutôt sociologue du travail et de l'emploi, sociologue du genre, donc pas du tout sur ces questions de mobilisation, même si on travaille sur différentes thématiques. Et en fait, le livre et tout notre travail depuis plus d'un an a été vraiment de nous pencher, de recueillir un certain nombre de témoignages de cette journée, un certain nombre d'analyses, et puis nous-mêmes de porter des analyses. Ce qu'on peut voir, et parmi ces analyses dans le livre, puisque je vais m'appuyer essentiellement là-dessus, il y a notamment Françoise Vergès, et tout à l'heure vous parliez d'accaparement, et peut-être qu'on peut voir aussi des logiques de colonisation, en fait, et notamment avoir 20 ans dans les Aurès, puisque vous y faites référence, il y a un petit peu de ça aussi, même si effectivement le terme de guerre est pas tout à fait... ne doit pas être entendu de la même manière. Elle écrit, Françoise Vergès, donc anthropologue, « Si l'Occident reste encore largement épargné des conséquences les plus brutales du chaos climatique qu'il a engendré et des inégalités et dévastations produites par l'extraction, le capitalisme racial et fossile, les guerres et les lois du commerce qui lui ont assuré une domination sur les peuples et les terres, la logique coloniale et extractive du capitalisme affecte désormais jusqu'à son propre espace. » Donc cette logique d'accaparement, cette logique de colonisation des terres, et de rapport de force et de rapport de classe, c'est là où de classe sociale, de personnes puissantes qui s'accaparent des terres de personnes qui ont moins de ressources diverses, elle est tout à fait à l'œuvre, et on la voit dans différentes régions du monde depuis longtemps. Et on a l'impression qu'effectivement elle se rapproche de plus en plus de nous en ce qui concerne l'accaparement de biens communs qui était pensé comme une évidence jusqu'à présent, à la fois comme une ressource éternellement disponible et largement partagée. Donc c'était plutôt un impensé et le réchauffement climatique, les dérèglements climatiques nous obligent à repenser ces ressources d'une autre manière. Et ça nous invite aussi à repenser nos propres positions individuelles. Là, tu parlais de la question coloniale, elle revient en fait à la source même de la colonisation, c'est-à-dire maintenant c'est en métropole. Et d'ailleurs, ce qui est aussi, alors ça, il faudrait encore faire. Moi, je m'intéresse plutôt à la sociologie des médias, mais il faudrait essayer de comprendre aussi la médiatisation de Sainte-Soline, comment. Parce qu'il y a eu une acmé de la médiatisation. Si on parle beaucoup de la violence, mais Sainte-Soline, je ne sais pas si vous avez suivi, peut-être que c'est comme ça que vous avez suivi les chaînes d'information continue, la stratégie communicationnelle du gouvernement. Donc, il y a vraiment une médiatisation qui est aussi jouée par les militants. Et donc cette question de la médiatisation, elle est centrale, il faudrait voir, aller la travailler, mais aussi pourquoi aujourd'hui on parle de violence policière, on parle de répression policière, alors que ces techniques étaient utilisées depuis très longtemps dans ce qu'on appelle les territoires d'outre-mer, dans les banlieues, et c'est là qu'on l'expérimentait aussi dans les pays dits du tiers-monde, etc., où la France vend énormément de techniques de maintien de l'ordre et aussi d'outils. On a des entreprises qui sont derrière et qui vendent des technologies de surveillance, de répression, etc. Maintenant, elles frappent les classes moyennes et supérieures intellectuelles, dont beaucoup d'entre nous faisons partie ici, et qui font qu'il y a une médiatisation. Voilà. Et qui montrent aussi
à quel point aujourd'hui les pouvoirs politiques et les élites de nos pays occidentaux, jusqu'où sont-elles prêtes à aller? Voilà. Et elles sont prêtes à aller très certainement jusqu'à la mort, hein, jusqu'à tuer des gens, il faut le dire. Hein. On oublie souvent Sivens il y a quelques années, hein, pas loin de Toulouse, un jeune est mort, voilà, un militant est mort. À Sainte-Soline, heureusement, il n'y a pas eu de mort. On n'était pas très loin. Hein. Et donc, il y a cette question-là, et la montée des fascismes aussi en Europe, elle est liée à cette question-là, hein, d'élites mondiales qui ne veulent pas lâcher et qui veulent nous amener vers, et très certainement, un abîme vers lequel, moi personnellement, je n'ai pas envie d'aller. Et donc cette question-là, elle pose, c'était le sens de mon intervention, elle pose la question nous-mêmes de nos positions sociales à l'intérieur de nos pays, mais aussi dans le monde. On parlait tout à l'heure hein, de la consommation d'eau, nos vêtements qu'on ne produit pas, hein, la logique capitaliste, hein, je vends ma force de travail moi intellectuelle, je suis sociologue, je ne vends pas ma force de travail manuelle. Mais par contre, je vends une force de travail. Et je suis contraint de me spécialiser dans ça. Tous les jours, je ne fais que ça. Voilà. Et ça, c'est problématique aussi. Parce que j'aimerais pouvoir faire autre chose. J'aimerais pouvoir peut-être produire ma nourriture, aider au moins à produire mes habits, produire aussi mon logement. Mais la logique capitaliste m'empêche de faire ça. Je suis contraint, hein, et on est tous et toutes contraints, ou on a été contraints, si certains d'entre vous sont retraités, à produire ce travail-là. Et qui nous empêche aussi de penser les alternatives, qui nous empêche de vivre. Et donc cette question-là, elle est centrale, et là je fais référence, c'est pas un ouvrage que nous on a écrit, c'est un sociologue qui s'appelle Jean-Baptiste Combi, qui a publié un ouvrage il y a quelques mois qui s'appelle Écolo mais pas trop, et qui justement pense cette question-là de la manière dont individuellement on peut changer nos pratiques. Et qu'il ne suffit pas en fait c'est souvent la question de véganisme ou végétarienne ou bio est souvent mal perçue. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient acheter bio mais qui ne peuvent pas. Ou il va y avoir une position politique de dire bon, bah, les écolo-bobos, les wokistes, les hommes soja, il y a toute une production symbolique de la critique de la transformation de nos rapports au monde, de notre rapport aux autres, à nous-mêmes aussi, d'accord? Parce que les élites n'ont pas intérêt à ça. Donc il y a à la fois une répression matérielle, policière, physique, d'accord, mais il y a aussi une répression symbolique dans les discours, dans les langages, dans les images qu'on nous interdit de penser en fait. Hier, dans la table ronde, il y avait une question sur les sensibilités. Ben, on nous interdit en fait d'être sensibles à nous-mêmes, à l'autre, aux vivants qui nous entourent. Et ça, c'est clairement une question qu'on doit penser sur le rapport à la production et à notre position dans le système social. Et je finis juste sur ça parce que Jean-Baptiste Combi a vraiment des choses très intéressantes. On parle souvent d'intérêt général, de besoins aussi, etc. Mais on ne peut pas penser l'intérêt général et les besoins sans penser cette question des classes sociales. Parce que plein de gens vous diront, ben moi j'ai besoin tous les étés de prendre l'avion, de partir à 2000 km de chez moi pour déconnecter de mon travail. Et ils vous le diront. Et subjectivement, c'est vrai qu'ils ont besoin. D'accord ? On ne peut pas leur enlever. Et donc, un besoin, il est toujours déterminé structurellement, socialement. On n'a pas tous les mêmes besoins. Physiologiquement, philosophiquement, on a les mêmes besoins. On doit boire, on doit manger, on doit se loger, etc. Mais on n'a pas les mêmes moyens de les assouvir, déjà économiquement, et aussi symboliquement. C'est-à-dire qu'il y a des hiérarchies de classe, il y a des choses qui sont valorisées dans nos sociétés et d'autres qui ne le sont pas. Voilà. Et je finirai juste sur ça, parce que vraiment, je vous recommande Jean-Baptiste Combi. Ce qu'il dit très bien aussi, c'est que certaines classes sociales, hein, certains groupes sociaux sont à la fois les plus victimes de la crise climatique qu'on est en train de vivre, et y compris chez nous, hein, les personnes qui subissent les inondations à répétition et qui n'arrivent pas, hein, et parce que c'est pas de leur faute, mais dont on ne pense pas les causes politiques qui sont derrière, et la seule réponse qui leur sont offertes, c'est la question assurantielle. Vous avez une calamité climatique, et ben c'est l'assurance. Voilà. La réponse c'est l'assurance, d'accord ? Et donc ils souffrent à la fois de cette crise climatique dont ils ne sont pas les plus responsables, mais par contre c'est eux qui vont le plus le subir. Et donc ce qui est vraiment l'enjeu central aujourd'hui, je pense, c'est d'arriver et c'est ce que dit Combi aussi, hein, à construire une conscience, encore une fois, non plus de classe en termes de rapport de force uniquement économique, mais aussi des consciences de classe climatique. Voilà. Et ça c'est important de le rappeler, je pense. Je passe la parole à mon voisin, donc Pascal.
On s'achemine vers la fin de cet échange, mais on va vous entendre tous les deux sur non pas les solutions, parce qu'aujourd'hui on a du mal à parler de solutions par rapport à des problèmes systémiques, mais quand même comment apaiser la société par rapport à cette question de l'eau. Pascal Guilleneuf, est-ce que c'était un peu le sujet de votre travail au Conseil économique, social et environnemental? Vous parlez de gestion durable de l'eau. Bon, ce mot aujourd'hui ne veut plus dire grand-chose, hein, le mot durable. Et par quel autre mot vous pourriez le remplacer? Moi, je dirais comment favoriser le partage de l'eau aujourd'hui en situation de rapport de force exacerbé et de nouveaux régimes climatiques. Est-ce que c'est comme ça, finalement, que la question est ressortie dans vos débats? Et quelles sont les pistes pour en finir avec ces blocages, en fait, qui sont installés, qui sont redoutables? Alors, quand on a fait ce travail et écouté, donc audité pas mal de personnes, certes, l'agriculture est arrivée en premier, mais pas toute seule. L'un des reproches que tout à fait la FNSEA, c'est de ne parler que d'eau. Il y a également l'énergie, il y a également l'industrie. Par exemple, moi qui suis né du côté de Saint-Nazaire, vous avez une grosse nappe phréatique, la nappe de Cambon, qui servait maintenant cristalline à acheter d'autres nappes phréatiques, mais essentiellement à faire de l'eau de cristalline parce qu'elle est très pure et donc elle n'était pas très chère à nettoyer, on va dire, mais cette eau, elle sert à nettoyer les cuves de la raffinerie de Donge, par exemple. Donc on voit bien que là, il y a des problèmes d'utilisation de l'eau. Donc on a beaucoup travaillé sur ce partage, en essayant de voir qui pouvait faire quoi. Alors, l'agriculture, on va dire, il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup. Hein. Tous les autres doivent participer. Quand on parle d'accaparement, on va revenir sur l'eau qui est utilisée par les grandes marques, avec quelques difficultés, d'ailleurs, puisqu'elles sont de plus en plus polluées. Alors, j'allais arriver vers la pollution, mais je crois que c'est une autre table ronde. Comme on pollue, les nappes elles sont de plus en plus abîmées, et donc c'est de plus en plus difficile d'extraire de l'eau propre. Donc ça, c'est encore un accaparement, on va dire, commercial, mais aussi un accaparement par tous les industriels, tous les agriculteurs, qui utilisent des engrais. L'eau ruisselle par le système même agricole qui empêche l'eau de s'écouler verticalement et elle s'écoule horizontalement. C'est le grand problème, par exemple, du côté de la Sèvre d'Artiez, où les marais poitevins, au départ, c'est pour faire que l'eau s'écoule, alors qu'avant elle ne s'écoulait pas. Donc elle s'est écoulée, puis maintenant, c'était il y a des centaines d'années, maintenant il n'y a plus d'eau, donc ça ne s'écoule plus, donc le problème. Je ne reviens pas aux bassines qui peuvent provoquer ça. On a aussi trouvé dans notre travail des gens de la microélectronique du côté du Grésivaudan, du côté de Grenoble, où il y a un conflit qui n'a pas éclaté énormément, mais où agriculteurs et environnementalistes se sont retrouvés, parce que pour faire de l'électronique, il faut beaucoup d'eau. Alors là, on se pose un problème économique. Est-ce qu'on veut faire de l'électronique en France? Ici, on ne fait pas de l'électronique en France, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Quand vous achetez un juge comme ça, vous allez consommer de l'eau virtuelle et un ordinateur. Alors bon, j'aime pas ces chiffres-là, mais c'est pas facile à consolider. C'est à peu près 28 litres d'eau par ordinateur. C'est énorme. C'est pas de l'eau, c'est de l'eau qui a été utilisée pour récupérer des métaux rares. Le plus simple, le plus qu'on connaît, c'est l'eau et l'or, quoi. Donc vous connaissez ça, ça pollue, etc. Donc chaque fois qu'on utilise de l'électronique, on utilise beaucoup d'eau. Donc les conflits sont étranges partout. Et quand on importe ça, on importe de l'eau, la fameuse eau virtuelle. Donc il y en a partout. On est tous un peu accapareurs d'eau. Enfin, on en a besoin pour se nourrir, on en a besoin à travers tout ce qu'on achète. Puis, bon, le papier, ça a l'air d'avoir moins. On en utilise moins aujourd'hui, mais pour faire du papier, il faut laver.
Voilà, donc nous on a essayé d'élargir la question de l'eau parce que sinon on aurait parlé que de l'agriculture. Encore une fois, vous avez, je crois, parlé de qualité de l'eau, et c'est vraiment l'autre gros problème, et ça se confond. Quantité, qualité, c'est pas loin d'être la même chose aujourd'hui. Mais alors, quel arbitre inventer ou réinventer pour arbitrer entre ces usages que vous venez d'évoquer, parce que c'est un peu la question. La question, c'est aussi une question de justice et de bien commun. Et pour que le bien commun règne, il faut que les usagers soient équitablement représentés et qu'il y ait une transparence de l'information aussi. Alors, et qu'il n'y ait pas de passagers clandestins qui profitent des efforts des autres, par exemple. Alors, je vais essayer de partir du haut. Je ne sais pas si c'est le haut. Déjà que le ministère de l'Agriculture, que le ministère de l'Environnement se mettent d'accord. On ne s'engueule pas, parce que c'est quand même assez insuffisant. Vous faites les assises de l'eau, qui était une tendance environnementale, jamais insuffisante, mais une tendance environnementale. Juste après, vous faites le barème de l'eau. Donc on a le ministre de l'Environnement, puis après le ministre de l'Agriculture qui dit ça va pas du tout, et qui refait le contraire. Donc là, déjà, ça va pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive à choisir. Après, si je descends un cran en dessous, si on fait des lois, donc les lois sont très difficiles à faire lorsque concerne l'agriculture ou les pesticides, etc. Parce que nous avons, on va dire, les sénateurs ruraux, je simplifie, mais il y en a qui ont une très grande influence, et puis on rencontre toujours et encore la FNSEA derrière comme un lobbying, mais impressionnant, mais, vraiment très impressionnant. Donc quand on fait un pas, on se fait engueule-moi pas beaucoup parce que je suis plutôt modéré, mais bon, Serge pourra témoigner qu'il a eu quelques soucis de ce côté-là, parce que, mais ça rentre dedans, hein. Tout ce qu'on voit à la télévision, les débats, là, ceux-là sont feutrés, mais quand c'est en face à face, etc., c'est très bien. Donc là, on m'entend pas. Je dis, je vais donner un coup à la FNSEA et son lobbying beaucoup trop impressionnant. Donc déjà ça. Et puis alors, si on descend encore, venez, comme ici, à toutes les réunions où on doit choisir de faire des... par exemple, ça fait du bruit, de faire par exemple de penser à des... vous savez, des zones, le but de la loi, zones artificielles d'artificialisation nulle. Il y a des débats, donc il faut aider à ce que ça se passe et qu'il n'y ait pas de l'artificialisation mal débattue. Hein, et donc il faut aller à toutes ces réunions. Je sais que c'est pas facile, mais c'est là que ça se passe. Hein, en bas. Et après ça remonte. Merci. Jean-Marc Thomas, vous me disiez, on a les moyens politiques d'éviter une guerre de l'eau. Tout à fait, moi je suis persuadé qu'il y a des solutions. À partir du moment où on a un cap politique qui est dessiné, où on a des politiques courageuses, on trouvera les moyens derrière pour y arriver. Rappelez-vous, quand on a fait la révolution verte, on a décidé d'araser tous les talus, on a fait le remembrement. On a épandu des engrais partout, on a mis des produits phytosanitaires, on a mis en place des fermes-usines pour produire du porc, de la volaille, pour alimenter la population. Tout ça, ça a été possible. Il y a eu des moyens financiers, il y a eu des moyens en termes de recherche, il y a eu des moyens en termes de formation des jeunes agriculteurs, etc. Ça a été possible. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a effectivement, je vous ai dit, arasé les talus, mais on n'a pas fait que ça, on a drainé aussi. On a drainé, donc on a asséché nos sols, on a baissé les nappes, et puis on a produit à outrance, Et puis tout le monde était à peu près d'accord là-dessus, il y avait quelques voix dissonantes, mais pas beaucoup. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ceci... Alors, deuxième phénomène quand même, c'est qu'on a spécialisé les régions. On a spécialisé les régions. Bon, vous êtes parti sur le maïs à fond de la caisse, sur un peu de légumineuses peut-être, du tournesol, etc. Nous, on est parti à fond sur le porc, la volaille, et puis sur le lait à outrance. Hein. Mais à l'intérieur de la Bretagne, si vous regardez bien, vous avez aussi des zones qui sont hyper spécialisées. Si vous venez en centre-Bretagne, vous allez avoir des zones de polyculture élevage assez diversifiées. Par contre, si vous allez sur Pontivy ou sur Caudan, là vous allez avoir des zones hyper spécialisées en légumes de plein champ, en céréales, etc. Et puis si vous allez sur le nord dans le Trégor, etc., vous allez avoir des zones légumières. Donc spécialisation. La solution, une des solutions, en tous les cas en Bretagne, c'est on nous parle d'ouvrage de stocker l'eau. Mais où est-ce qu'elle se stocke l'eau?
principalement dans les sols. Le sol est le plus grand ouvrage de stockage de l'eau. Il faut redonner au sol ce potentiel qu'il a à stocker l'eau. Et pour ça, il faut lui redonner de la matière organique. Chose qu'on n'a pas fait depuis 30 ou 40 ans. Parce qu'en spécialisant les zones, en faisant de la monoculture, etc., on a appauvri les sols. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est, au lieu de rester dans cette spécialisation des zones, il faut maintenant redonner de la polyculture élevage, il faut reterritorialiser l'agriculture, mais lui redonner une multifonctionnalité, il faut des multiproductions, etc. Il faut remettre de l'élevage partout en fait. Et non seulement il faut remettre de l'élevage herbagé, parce que en fait, ce qui redonne de la matière organique au sol, quand même, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même la prairie dans les rotations. Donc on fait de la prairie pendant 4-5 ans, puis après on fait des cultures. Et là on redonne du potentiel au sol pour conserver l'eau. Et ça, il faut le refaire partout en Bretagne. Et puis il faut y aller, il faut remettre de l'élevage dans le Poitou, etc. Il faut remettre des prairies. Il faut aller sur l'agroforesterie à grande échelle, mais à grande échelle. Il ne faut pas y aller avec en disant, parce qu'on construit une bassine, on va mettre 100 mètres de haies. Mais non, c'est des kilomètres et des kilomètres. Franchement, quand j'ai été à Sainte-Soline, j'ai été désespéré par le paysage que vous avez. Il demande à être restauré. Et non seulement le paysage demande à être restauré, mais les sols demandent à être restaurés. Et là, on aura beaucoup. Là, qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? On met des moyens, on a une politique, on a un cap, et on se donne les moyens de restocker l'eau dans les sols. Et vous verrez qu'on sera indépendant, et on sera beaucoup plus indépendant, et on aura beaucoup moins besoin d'eau. Donc les solutions, elles existent. Il faut un cap politique. Alors, la FNSEA, moi je veux bien qu'on leur tape dessus. C'est facile de taper sur la FNSEA. Moi aussi, ça me défoule. Mais enfin, ça suffit pas. Ça suffit pas. La FNSEA, elle existe et elle fait son lobbying parce qu'il y a des gens qui se laissent aussi soumettre par ce lobbying. Et ça, c'est inadmissible. Et donc moi, ce que j'accuse, c'est plutôt le politique qui s'acoquine aussi avec les grands groupes financiers qui font Veolia, tout ça, les gens qui mettent la main sur l'eau, c'est pas la FNSEA. Hein. La FNSEA, c'est des petits à côté de ces gens-là. Les gens qui s'approprient l'eau, les gens qui s'approprient l'énergie, les gens qui s'approprient les mines et tout ça, c'est ceux-là, les quelques personnes dans le monde, satellites dont on parle, c'est ceux-là qui et donc l'État est complice de ces gens-là parce qu'il leur déroule le tapis rouge. Et ça, c'est inadmissible, ça, il faut le combattre. Et donc, c'est notre guerre à nous, ça. On va ouvrir la discussion avec le public. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions? Alors, merci beaucoup à tous les intervenants. Donc, on va pouvoir commencer à une petite demi-heure là, de questions. Je pense que le temps a bien entendu l'appel de l'eau de Biozone. Hein, voilà, donc, on va essayer de parler fort. Donc, le principe, c'est vous levez la main si vous avez une question, puis je vous passe le micro. Voilà. Et s'il y en a qui veulent s'asseoir, il y a encore plein de chaises. Hein, donc, n'hésitez pas à aller rejoindre des chaises pour ne pas être trempé. Alors, qui a une question ou une remarque? Ça peut être aussi une réaction. Voilà. Bonjour, par rapport merci pour les intervenants et votre engagement pour tous ces combats, parce que c'est pas des combats, c'est l'art de vivre en fait à la française, comme on aimerait. Dites, est-ce que le document là, il est disponible sur Internet? Est-ce que c'est sur le site du gouvernement, je suppose C'est intéressant de voir les conclusions en fait. Oui, vous allez sur le site lecese.fr et puis vous trouverez, si vous tapez Lekeo ou Gieda, vous avez le nom d'un. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et puis vous trouverez le rapport, même la discussion elle-même en plénière, en assemblée, avec les questions et les petits débats qu'on a pu avoir. Le Cléo, c'est... Comment tu t'appelles? L-E-Q-E. Sinon le titre, le début du titre, ça marche aussi. C'est ça, vous avez les ouvrages qui sont là, vous pouvez venir les voir à la fin et prendre les références. Vous tapez CESE sur Internet et vous tombez sur Conseil économique, social et environnemental, et là il y a tous les rapports en ligne. C'est différent, c'est autre chose. Bonjour. Déjà, merci pour la table ronde, c'est vraiment super.
moi je voudrais parler d'un cas particulier entre guillemets. Moi je suis du Limousin et à la base je travaille avec les chevaux. Et en 2021, j'étais dans les champs et en fait j'ai vu des hélicoptères qui passaient et je me suis demandé ce que c'était. Il y avait des gros... je sais même pas comment ça s'appelle, mais il y avait quelque chose de suspendu aux hélicoptères et c'était hexagonal en quelque sorte. Et en fait j'ai appris que c'était pour la recherche des nappes phréatiques. Et je sais pas si vous avez eu ça ici ou pas, et je sais pas à quoi ça sert. Alors, si, pour répertorier les nappes phréatiques, mais qu'il y a un enjeu derrière. Est-ce que vous avez conscience de ça ou pas du tout? Connaissance, pardon, de ça. Alors déjà, pour comprendre comment ça marche, il faut être expert en géologie. Et ça, non, mais la Bretagne, c'est totalement différent de Poitou-Charentes. Hein. En Bretagne, on a de l'eau qui ne s'infiltre pas parce qu'on a notre fameux granit. Alors c'est très très long, donc ça s'infiltre dans les cassures. Donc on a peu de nappes phréatiques en Bretagne. Ça veut dire qu'il n'y en a pas du tout, mais il y en a très peu. Alors si on prend la Bretagne, le Atlantique, là on va commencer à trouver des nappes phréatiques, celle de Cambon dont je vous parlais tout à l'heure. Après il faut aller les chercher, ça peut être par satellite. Aujourd'hui on trouve des nappes phréatiques, enfin, en général on ne découvre pas les nappes phréatiques, parce que souvent il y a quand même des sources, ça sort, ça ne reste pas confiné. Donc on les cherche comme ça, et puis on peut analyser les sols et comprendre si dessous il va y avoir de l'eau. C'est assez bien connu, ce qu'on ne connaît pas bien quand même en hydrologie, c'est les phénomènes on va dire les durées de remplissage et de désemplissage. Alors, par exemple, dans les nappes du Poitou-Charentes, c'est des nappes rapides, encore de la géologie, donc elles se chargent rapidement. L'hiver, ça déborde, donc on a l'impression qu'on peut aller récupérer l'eau, et puis l'été, elles se déchargent très rapidement. Donc ce passage entre l'un et l'autre, il est très discuté et très difficile à mettre en équation. Hein. Il y a des équations, il y a des normes, mais aujourd'hui il y en a qui râlent parce que la norme elle est trop faible, elle est trop proche, puis j'arrête là parce que c'est technique, trop proche de la limite qui ferait qu'on aurait de l'eau toute l'année. Oui, en fait, peut-être que ma question n'était pas assez ciblée. Enfin, merci pour l'explication, vraiment, ça m'aide. Mais en fait, c'était surtout par rapport à... C'était en 2021, j'ai regardé tout à l'heure sur mon téléphone parce que je ne me rappelais plus quand est-ce que c'était, et du coup, ils ont fait ces recherches. Ma question, c'est pourquoi ils font ces recherches de nappes phréatiques? Du coup, c'est pour catégoriser, c'est pour des potentielles bassines, on se pose la question, en fait, du coup, pourquoi on cherche à localiser les nappes phréatiques, à savoir où elles sont? Alors moi je sais pas de quoi il s'agissait, mais en tous les cas en Bretagne on a eu des vols d'hélicoptères comme ça sur le centre Bretagne, mais c'était pas pour la recherche géologique sur l'état de la nappe souterraine, c'était sur des recherches minières. Et donc je suis un peu étonné d'entendre ça pour l'état des nappes. L'état des nappes il est quand même étudié par le BRGM, donc Bureau de recherche minière et géologique et minière, et il est fait surtout par un réseau de ce qu'on appelle des piézomètres. Donc des piézomètres, c'est des sortes de petits forages qui vont étudier la hauteur de l'eau dans les nappes. Donc qui sont des nappes, des sortes de grottes, enfin de grandes réserves dans les milieux karstiques, donc dans les milieux calcaires, donc qu'il peut y avoir dans le Poitou. Alors que nous en Bretagne, les piézomètres vont être plus en surface et vont forer dans des milieux poreux, donc essentiellement sableux, puisque la nappe bretonne, elle est plutôt dans des milieux poreux, c'est-à-dire qu'elle se mélange au sable. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a quand même une question, c'est ce qu'on a vu dans notre rapport, c'est combien y a-t-il d'eau en France? Personne ne sait répondre. En milliards de mètres cubes. On sait à peu près combien on descend, mais combien il y a de réserves, on ne sait pas vraiment. Hein. Donc ça sert aussi à ça, certes en infréotique, mais aussi en surface. Hein, on a été étonné de ça. Donc aujourd'hui, avec les satellites et tout, ça progresse, mais il y a vraiment des recherches scientifiques à faire pour bien savoir combien on en a. Ça sera plus facile dans la discussion pour savoir combien on peut en prendre ou pas. Oui, bonjour, je suis militant à Haute-Rivière de Bretagne.
Et je voulais nuancer ce que tu as dit, Jean-Marc, sur le fait qu'en Bretagne, bon, on avait de l'eau par rapport à d'autres régions, mais même en Bretagne, il y a des tensions sur l'eau. Il y a 2 ans, bon, ça dépend des départements, hein, notamment, mais en Ille-et-Vilaine, où je suis, il y a 2 ans, on était quand même pas loin de la rupture. Hein. Et maintenant, on voit que pour l'implantation d'entreprises agroalimentaires ou autres, on a besoin d'eau et ça pose un réel problème. On a mené le combat contre l'implantation d'une usine Bridor près de Rennes, à Liffré, notamment avec un angle consommation d'eau, parce que maintenant, donc, le problème se pose et il va falloir choisir entre de l'eau pour faire de la brioche congelée pour l'exportation ou de l'eau pour les besoins de la population qui sont en augmentation. Donc, et on entend quand même maintenant dans les réunions avec la profession, quand on parle d'eau, on entend la petite musique quand même maintenant. Il faut des retenues, il faut de l'irrigation. On commence avec le changement climatique, il y aura de plus en plus de problèmes. Donc on a bien déjà ce problème-là en Bretagne. Et en Bretagne, on a plus de 45 000 plans d'eau. En Ille-et-Vilaine, on est à 15 000 plans d'eau, voire plus. Et c'est vrai que c'est un problème parce qu'il y a les problèmes d'évaporation dont on a parlé. Donc utilisons déjà au mieux ce qu'on a avant d'aller refaire, c'est peut-être pas des bassines, mais ça pourrait y ressembler à l'avenir, donc il faut faire attention. Oui, bonjour. Je voudrais abonder dans votre sens. En zone littorale où les besoins en eau sont extrêmement importants et où les ressources sont faibles, cette année, alors qu'il n'y a pas eu de sécheresse ni de canicule, on a eu, à la limite de la rupture aussi de la fourniture en eau. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans, pendant la sécheresse, il y avait des arrêtés préfectoraux qui limitaient la consommation, qui interdisaient l'arrosage, qui interdisaient de laver les voitures ou tout autre usage un peu superflu. Cette année, il n'y a rien eu de tout ça. Les médias nous ont dit les nappes sont pleines, alors qu'en Bretagne, les nappes sont inefficaces, au moins pour la zone littorale. Et donc tous les gens nous disaient, les campings, oh, mais ça coule pas, ma douche c'est pipi de chat. Le facteur limitant, c'est aussi l'usine de production d'eau potable. Si elle tourne à 100%, il aura beau pleuvoir des cordes dehors, elle ne produira pas plus. Donc il y a un vrai facteur limitant au développement, notamment du tourisme aussi, entre autres. C'est notre capacité à produire de l'eau potable. Et un des éléments qui me paraît le plus important, c'est l'éducation à la sobriété. Ça commence par tout le monde. Donc je fais partie d'une commune qui est commune engagée pour l'eau avec Eau et Rivière justement. On va essayer de trouver des volontaires, familles, entreprises, acteurs du tourisme qui vont pouvoir s'interroger sur quelle est leur consommation, quelles sont les pistes d'économie, qu'est-ce qui est vraiment du gaspillage et qu'est-ce qui est vraiment des besoins vitaux. C'est ça qui nous permettra aussi de gérer au mieux l'eau. Et on parlait d'arbitrage. Il y a les sages et les clés qui sont quand même des éléments consultatifs bien représentatifs. Donc il faut être, quand on veut militer ou quand on veut agir, être si possible acteur de ces lieux de concertation. Oui, non, mais je souscris complètement à la remarque de Jean Pesin. C'est vrai. Et donc il y a aussi derrière ces histoires de répartition de la réserve en eau, il y a aussi, on sait très bien que le centre Bretagne est le château d'eau un peu de la Bretagne. Et c'est vrai que les zones où il y a une expansion démographique importante, donc l'Ille-et-Vilaine, je pense à Rennes, dans les 10 ans qui viennent, ça va être plus de 400 000 habitants qui sont prévus sur Rennes, c'est énorme. Et en termes de besoin d'eau, c'est énorme. Et ce développement-là, il va se faire parce que il n'y a pas d'eau, il n'y a pas suffisamment d'eau dans l'Ille-et-Vilaine. L'eau, elle va devoir venir d'ailleurs, et elle viendra notamment du centre-Bretagne. Quel retour, quelle justice sociale on va mettre en place pour que les bienfaits de l'expansion démographique autour de Rennes puissent profiter aussi au territoire centre-breton. Quelle solidarité entre les territoires. C'est ça aussi la répartition de l'eau. Mais c'est vrai, tu as complètement raison, le combat que vous avez mené à Liffré pour l'usine Bridor, c'est bien parce que vous aviez pressenti avant tout le monde qu'il n'y avait pas assez d'eau pour cette usine. Et il n'y avait pas assez d'eau et c'est pour ça que vous avez gagné. Bravo. Moi, peut-être que
je voulais revenir aussi sur une de tes remarques sur il faut du courage politique. Moi, je suis globalement d'accord. Et que les solutions existent. Ça, oui, je suis complètement d'accord. Et tout ce que tu as énuméré voilà, est un horizon souhaitable. Simplement, ce qu'on constate en recueillant la parole de bon nombre de militants écologistes ou de paysans ou de personnes qui sont dans les mobilisations actuelles, qu'elles soient sociales ou écologistes, c'est quand même une surdité, voire même plus une hostilité de la part du pouvoir vis-à-vis des mouvements socio-écologistes, une véritable répression, enfin, c'est-à-dire que là il y a une élévation au niveau national mais aussi international de la répression des mouvements sociaux. On l'a vu, voilà, c'est une longue histoire, mais si on doit citer juste les 10 dernières années, on l'a vu avec les mouvements des Gilets jaunes, avec le mouvement contre la réforme des retraites, on l'a vu à Sainte-Soline, c'est-à-dire une élévation de cette répression avec des moyens militaires qui sont décuplés, à tel point que donc c'est à la fois une répression physique mais aussi une répression judiciaire, à tel point que le défenseur des mouvements écologistes de l'ONU a écrit un rapport très alarmant là-dessus, hein, et essentiellement sur la situation en France, en Angleterre et en Allemagne. Donc effectivement, il y a des manières... Il faut du courage politique, mais on a quand même l'impression, et c'est ce que disent beaucoup de jeunes qu'on a rencontrés, c'est qu'on a essayé les manifestations climat, on a essayé les manifestations, voilà, pacifistes, on a essayé les recours juridiques, on a essayé les recours administratifs, et en fait à chaque fois on ne nous écoute pas. On a l'impression de crier dans le vide, hein, c'est souvent une phrase qui revient, on ne nous écoute pas, et donc on vient à Sainte-Soline avec cette espèce de désespoir et de rage de ne pas être entendu alors que la planète brûle, et c'est une expression qui vient il y a quand même un certain nombre de décennies maintenant. Donc tout cet élan citoyen, cet élan militant, en fait, n'est pas écouté, et que ce soit à la fois dans des instances représentatives où effectivement il y a une représentation citoyenne qui siège et qui donne son avis, que ce soit dans les conventions climat et les autres Grenelle ou Varennes qui ont existé, et on pourrait presque, enfin on pourrait, et on peut je crois, pousser jusque à ce qui est fait, et ce qui a été fait aussi des résultats des élections législatives actuelles, c'est-à-dire en fait quand même un déni, que ce soit sur ces élections législatives mais plus antérieurement, un déni de l'expression citoyenne, hein, qu'elle passe par les urnes ou qu'elle passe dans les représentations citoyennes. Et donc là on a, pour citer un autre sociologue qui s'appelle Christian Laval, on voit bien en fait une dérive autoritaire, hein, du capitalisme néolibéral aussi, qui en fait assoit son pouvoir en s'accaparant, voilà, le pouvoir de différentes manières, et en refusant l'expression populaire. Donc il faut du courage, les solutions elles existent, mais on ne voit pas bien en fait comment et de quelle manière elles vont être mises en œuvre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions ? Comment on fait pour être membre d'une commission locale de l'eau ? Je lance la question à monsieur de Haut-et-Rivière. Pour être membre d'une commission locale de l'eau, soit il faut être élu communal par exemple et s'investir dans toutes les problématiques de l'eau, soit représentant dans une profession. Moi j'étais ostréiculteur, donc les ostréiculteurs ou agriculteurs sont représentés. Donc de toute façon c'est un collège, il y a c'est un tiers d'officiels, les représentants de l'administration, etc. Il y a un tiers d'usagers et il y a un tiers d'élus. Donc par différents biais, soit en tant qu'usagers, soit en tant que membre d'une administration qui est à la gestion de l'eau, soit en tant qu'usagers, mais ça peut être les agriculteurs, industriels ou quoi. Et quand c'est bien fait, c'est un lieu de concertation et de progrès.
Il y a des blocages, c'est sûr, mais ça peut être vraiment une piste opérationnelle. Bon, si on attend les grands soirs, les grands lendemains politiques pour changer tout ça, ça n'avance pas vraiment. Et je voudrais quand même dire qu'un des plus grands désastres écologiques sur l'eau, c'est du temps de l'URSS, le lac Baïkal, la mer d'Aral a été à moitié asséchée, donc c'est pas que le capitalisme qui gaspille l'eau. Je pense que c'est le productivisme. Oui, voilà. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Peut-être on laisse parler la selle et on n'accapare pas trop la parole. Juste un mot pour compléter là, sur les clés. Effectivement, les associations sont représentées, mais on demande, nous, que les associations de défense de l'environnement soient beaucoup mieux représentées qu'actuellement, puisque dans les usagers, effectivement, on a les professionnels majoritaires, et on a, quand on regarde quand même comment ça marche, on est quand même très minoritaire. Et on parle de parlement de l'eau, donc le principe est bon. C'est vrai que ça peut être là que se font des choses intéressantes, et il s'est fait des choses intéressantes, mais on est encore loin quand même. Il y a quand même pas mal de clés qui sont assez verrouillées, quoi, et où on a quand même pas beaucoup d'influence. C'est le cas de le dire, la clé. Peut-être juste avant qu'on repasse la parole, je me permets sur l'enjeu de cette table ronde aussi, c'était que ce qu'on perçoit, c'est que le sujet de l'eau a longtemps été un sujet technique où justement uniquement les professionnels, en tout cas notamment dans le monde agricole, mais pas que, se sentaient concernés, ou en tout cas on avait du mal à rentrer dans ce sujet. Et la bascule qu'on a l'impression aujourd'hui, et c'est aussi à destination des sociologues, mais c'est que ça devient vraiment un sujet politique, et en tout cas un sujet de société où notamment les jeunes, pour le coup, mais s'emparent de cette question qui nous concerne tous. Et du coup, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est juste que c'est plus médiatisé et qu'il y a une forme de radicalité autour de ce sujet-là? Mais en tout cas, on trouvait intéressant, nous, d'aborder cette question sous comment on est passé peut-être d'un sujet qui était assez peu visible par les citoyens à un sujet qui aujourd'hui est mis sur la table de manière importante. Alors, j'essaierai de réagir à ça juste après. Je pense effectivement, vous avez totalement raison sur ne pas attendre le grand soir avant d'agir. Mais l'exemple de l'URSS est un cas typique alors je ne vais pas faire une histoire des totalitarismes, mais ce qu'il y a derrière, c'est le productivisme. L'URSS était un État productiviste, sous certaines formes, je vais peut-être vous faire peur, mais capitaliste, comme aujourd'hui la Chine communiste est capitaliste. Voilà. Les formes de capitalisme ne sont pas forcément néolibéraux, libéraux, etc., comme les démocraties représentatives dans lesquelles on vit, mais pour autant, il y a un capitalisme d'État. Voilà. Et en France, il y a aussi un capitalisme d'État sous une forme différente, avec une organisation politique différente, certes, mais la vraie question derrière, si, c'est le capitalisme, d'accord? Et ce qui a permis, juste par rapport à ce que disait Jean-Marc, après la Seconde Guerre mondiale, de mettre en branle l'ensemble de la société française, en particulier sur la question agricole, c'est que ça allait dans le sens du capitalisme. Ça allait dans le sens du capitalisme bourgeois en soi, mais aussi de l'ensemble des classes sociales, avec un espoir d'élévation sociale et des revenus qui étaient tirés derrière. Alors, ça ne veut pas dire que l'ensemble de la société française est devenue très riche, mais par contre, il y a eu une élévation générale de la population française par rapport au reste du monde. Donc si on ne pense pas quand même cette question, et derrière il y a l'enjeu du partage, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, je ne veux pas être passé pour l'affreux bolchevique défenseur de l'URSS ou de la Chine de Mao. Il y a vraiment cette question derrière du partage, je suis désolé, et aussi du partage de capital. Qu'est-ce que je transmets à mes enfants? Voilà, il y a ça. Si dans nos transmissions, nos stratégies de vie, qu'on ne pense pas forcément, mais c'est normal, vous avez eu des enfants, vous en avez peut-être, vous êtes, vous voulez qu'ils fassent des bonnes études, vous voulez qu'ils aient une bonne position sociale, etc., une bonne profession. Mais en fait, on n'arrivera à rien si on garde la même hiérarchie sociale. C'est-à-dire qu'on peut faire des luttes écologistes, et on doit les faire.
Mais si c'est pour maintenir la même hiérarchie sociale, ça ne sert à rien. Voilà, je suis désolé de vous le dire comme ça. Et alors peut-être par rapport à la jeunesse, aujourd'hui, effectivement, alors c'est une partie de la jeunesse, très spécifique, mais comme la jeunesse de 68, il n'y a pas toute la jeunesse qui s'est rebellée contre l'ordre social de cette époque-là. Hein. Je pense que les jeunesses sont pas plus radicales aujourd'hui ou plus politisées qu'avant. D'accord ? Par contre, on vit peut-être un moment de cristallisation des rapports de force, ça c'est sûr. Hein, et là, moi, je le disais, j'ai passé assez rapidement tout à l'heure, la montée des fascismes en est l'exemple. Comme il y a eu une crise en 29 et le capitalisme s'est reconstruit, s'est réorganisé, mais après 68 aussi, il ne faut pas oublier, en France il y a 68, mais il y a la guerre au Vietnam aux États-Unis et au Vietnam particulièrement. C'était aussi là une réorganisation du capitalisme. Et après les années 70-80, on passe dans une ère plutôt culturelle du capitalisme, le marketing émotionnel, etc. Oui, je fais vite. Mais oui, mais ce que je veux juste dire, c'est que je ne veux pas être le défenseur du grand soir. Effectivement qu'il faut agir, et je suis le premier à le dire, et d'ailleurs BNM en est l'exemple même. C'est une organisation qui fait feu de tout bois. C'est-à-dire qu'on utilise les recours juridiques, et il faut le rappeler. D'ailleurs dans le livre, on a un juriste qui le dit. On agit avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a un des articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit qu'on a le droit de défendre nos droits fondamentaux quand ils sont attaqués, et en particulier le droit à vivre et le droit à avoir une eau potable. Ça, c'est un droit fondamental. Voilà. Et donc, il n'y a pas de manifestation interdite selon ce principe-là. Merci. On va bientôt clôturer, donc s'il y a encore des réactions ou des questions, c'est le moment. Qu'il n'y ait pas de frustration. Ouais. Oui, moi je l'ai enchaîné parce que j'adhère complètement au discours qui vient d'être tenu. Et je pense que quand nos jeunes disent on ne nous écoute pas, ou les jeunes ou moins jeunes, on n'a pas été compris, etc., il faut être complètement naïf pour croire que les gens qui sont au pouvoir peuvent entendre. Parce qu'ils ne sont pas du monde du peuple, ils sont effectivement du monde des capitalistes, et ils sont aussi du monde de la technoscience. C'est-à-dire tous ces gens-là pensent que c'est la technoscience qui va nous sauver, et pas la sobriété, les systèmes que tu connais bien, Jean-Marc en particulier. Donc, quand on croit que c'est la technoscience, ça veut dire qu'on va vers du développement. Il n'y a pas de la technoscience, ça sous-entend à nouveau l'accumulation du capital, parce que c'est à nouveau des technologies. Un bon exemple, c'est Jean-Marc Jancovici, qui prétend défendre l'agriculture et qui fait maintenant tout un travail sur l'agriculture. Mais bon, s'il continue à défendre des solutions qui sont technicistes, donc qui demandent du capital, qui demandent du développement, etc., on n'y arrivera pas. Et voilà ce que je voulais dire. Bon. Moi, j'aimerais dire un petit mot aussi, parce que je suis élu sur une commune du centre-ouest Bretagne, et je vais souvent à des conférences de maires, et en ce moment, on a abordé beaucoup de politique au niveau du SCOT. Le SCOT, c'est la politique du pays qui dépend de la politique de la région, etc. Et là, en fait, on a déposé un SCOT qui a été retoqué par les commissaires enquêteurs. Et la principale raison, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de protection de l'eau. Et parce que le centre-Bretagne, comme quelqu'un disait tout à l'heure, comme Jean-Marc disait, c'est une ressource qui intéresse beaucoup, apparemment, de régions de la Bretagne. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il faudrait vraiment que toutes les associations, les syndicats, les élus se regroupent, parce que on sait que le système est en train de se fissurer. Il faudrait vraiment se regrouper pour vraiment, c'est pour moi, c'est hyper important. Parce que quand je me retrouve tout seul dans des réunions de conférences des maires et qu'il y a les 3/4 qui sont favorables à l'agro-industrie, c'est le bordel. C'est très difficile à s'exprimer. Voilà. Merci. On va devoir conclure la table ronde. Du coup, on vous propose peut-être de dire juste chacun un dernier petit mot en conclusion, rapide. Voilà, pour conclure cette table ronde. Oui, rapide, je vais essayer d'être rapide, mais par rapport à ce que Pascal dit tout à l'heure, le bon sens et tout ça, mais le bon sens, c'est est-ce qu'on a besoin d'irriguer, bon sang de bonsoir?
On est 7% d'irrigants, on est que 1% en Bretagne. Moi, j'ai rencontré un céréalier à côté, pas loin de Sainte-Soline. Le gars, il me dit, je ne suis pas adhérent de la Confédération paysanne, je ne suis pas non plus adhérent de la Fédération nationale, de la FNSEA, mais j'ai 140 hectares de céréales et j'irrigue pas. Sauf que moi, je vise pas 100 quintaux, je vise 70 et je gagne très bien ma croûte. Donc pourquoi tout ce bordel pour, au fond, des solutions qui pourraient être plus accessibles? Alors quand même, par rapport au débat qu'on a eu là sur comment faire en sorte que le politique se saisisse de cette affaire-là et nous donne un cap précis et ait du courage. Certes, c'est pas facile, le combat est aride. Le combat est aride, il y a des jours où on est tous fatigués. Quand même, le motif d'espoir, c'est que après les luttes, quand même, qu'il y a eu un petit peu partout, hein, je pense à Notre-Dame-des-Landes, je pense effectivement à Sainte-Soline, mais pas seulement, il y a Bure, il y a Sivas, etc. On voit quand même l'émergence d'une génération de jeunes, et là, il y en a dans la salle, là, présents ici, de jeunes qui arrivent dans nos zones rurales et qui ont envie de pratiquer une agriculture, une autre forme d'agriculture, qui soit moins dépendante de tout ça, du capitalisme, mais moins dépendante aussi des engrais, des pesticides, de l'eau, etc. Des gens qui ont envie d'être heureux comme nous on a pu l'être. Et donc moi je les encourage. Et pour moi c'est un grand motif d'espoir de voir des jeunes qui ont envie de se ressaisir de ces combats-là, de militer et arriver à mobiliser quand même 30 000 personnes ou 40 000 personnes à Sainte-Soline. J'avais jamais vu ça, quoi. J'avais jamais vu ça. Et je pense que c'est pas fini. Et pour moi c'est un vrai motif d'espoir. Pas facile de passer après cet appel au combat, je le comprends très bien. Moi je suis plus dans le consensus et la négociation, et ça veut dire que chacun doit faire un pas. Donc ceux qui sont les deux extrêmes, faire un pas, le petit, le grand, sinon on n'y arrivera jamais. C'est pas facile, ça veut dire qu'il faut barrer quelques-unes de nos certitudes, pas toutes, surtout pas celles qui sont nos bases, hein, nos bases de réflexion, nos valeurs, hein, mais il faut apprendre à dépasser une partie de nos convictions trop affûtées, et je termine là-dessus. On peut avoir des très bonnes discussions, FNSEA, Confédération paysanne, un peu moins avec le troisième, mais on a eu des belles discussions où on pourrait prendre des idées et les mener jusqu'au bout, en particulier sur l'eau. Moi, peut-être pour aussi répondre à la question qui était posée sur, voilà, on avait l'impression que l'eau était réservée à des discussions entre experts et que finalement elle sort de ces cercles d'expertise et qu'un certain nombre de jeunes et de moins jeunes s'en emparent. Je pense que effectivement c'est une réalité qui émerge aussi du fait que en fait la multiplication des expériences récentes de restrictions diverses de consommation d'eau ou d'alerte de pollution de notre eau potable dans nos robinets, les exemples qui se multiplient de villages qui sont auprès desquels on apporte des bouteilles d'eau pour acheminer pour que les gens puissent boire. Je pense que effectivement il y a quand même ce sentiment d'alerte chez un certain nombre de citoyens qui grandit, et pour pas complètement désespérer Billancourt, ou en tout cas ce que j'ai dit aussi sur le fait que peut-être les citoyens qui sont dans les instances ou qui se mobilisent de différentes manières ne sont pas entendus. Ce qu'on peut voir aussi autour de la mobilisation contre les méga-bassines, c'est la nécessaire coordination et le fait de se regrouper. Je pense que c'est très important ce que vous avez dit, de ne pas rester isolé, et que ce soit à l'échelle territoriale comme à l'échelle nationale et internationale. Et c'est pour ça que le mouvement anti-bassine, aidé par la Confédération paysanne, par les soulèvements de la terre, Bassino Merci, et un certain nombre d'acteurs divers syndicaux, s'élargit, que des passerelles sont faites entre différents lieux de lutte et différents acteurs, à des acteurs qui ont tous des compétences et des positions militantes différentes, entre ceux qui
vont plutôt s'occuper des dossiers de fond et des recours juridiques ou administratifs, ceux qui vont plutôt travailler dans les associations naturalistes et autres, ceux qui vont plutôt aller en manifestation, ceux qui vont accepter d'aller saboter des installations. En fait, on voit qu'il y a là une coalition d'acteurs assez différents, mais qui trouvent du consensus parfois dans l'action, malgré des modes opératoires parfois très différents et pour lesquels il peut y avoir des divergences de position et aussi des conflits. Mais globalement, ce qu'on voit dans cette mobilisation pour l'eau aussi, c'est une grande ferveur, enfin un grand enthousiasme, où chacun peut trouver sa place, que ça puisse aller à participer à la cantine, éplucher des légumes à la cantine, ou s'occuper de dossiers très techniques, et où cette division du travail militant, elle est moins hiérarchisée, et en tout cas chaque tâche est valorisée, et où donc chacun peut trouver sa place. Merci. Je pense qu'on peut aussi saluer le travail de Eau et Rivières de Bretagne, qui est quand même une association qui a une longue histoire et qui continue à être très très importante ici en Bretagne et au-delà. Et le travail des associations, c'est important de le soutenir, c'est important d'adhérer à ces associations. Et donc voilà, merci aussi au festival et à la foire Biozone, parce que ça fait longtemps aussi que vous animez ces débats et cette foire. Juste rappeler un élément important, et je suis d'accord que le dialogue, la discussion est importante, mais ce qui est central avec Sainte-Soline et le mouvement des méga-bassines, c'est que médiatiquement, collectivement, politiquement, on ne parle plus de réserve de substitution, on parle de méga-bassines. Et donc je suis d'accord que la discussion collective, le partage, etc. est important, mais la définition de la vérité est aussi importante. Et ça, c'est un rapport de force. Et donc le mouvement anti-bassine ou écologiste de manière générale est important là aussi, déjà pour définir la vérité et les enjeux de lutte. Voilà. Merci. Merci. Je remercie Agnès Sinaï aussi pour l'animation de cette table ronde. Et merci à tous les intervenants. Bonne fin de journée.